Du coup, bonjour à tous, Paul Cadgerman de la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Je suis conseiller viticole, spécialisé dans l'irrigation et tout ce qui est stratégie hydrique. Alors on a une présentation en binôme avec Christophe parce qu'en fait on va en deuxième partie vous présenter un atelier qu'on a fait sur l'un des accompagnements que je suis, qu'on a fait avec Occitanium. Là l'idée c'est d'abord de vous présenter comment s'articule un petit peu l'accompagnement et après rentrer un petit peu plus en détail avec le Pilotech. Donc c'est son auto-construite qu'on a construit de façon low-tech. Du coup, la première partie, ça va plutôt être un retour d'expérience qui est un petit peu plus agro que ce qu'on a vu ce matin. Donc il y aura quelques petites définitions agro sur comment est-ce que ça s'articule un accompagnement à l'irrigation sur ce territoire. Donc en introduction, déjà à quoi ça sert d'avoir des accompagnements à l'irrigation ? À la Chambre d'agriculture, nous, on va surtout suivre des collectifs. On ne va pas s'intéresser à des échelles qui sont individuelles. L'objectif, c'est de s'intéresser directement à des collectifs, donc des regroupements de vignerons ou même des ASA ou des communes qui pourraient nous contacter dans l'objectif d'accompagner des collectifs d'irrigants dans leur utilisation de l'eau pour l'irrigation. Donc, de les faire monter en compétences dans tout ce qui est gestion de l'eau, gestion de leur goutte à goutte ou de leur système d'irrigation, pour qu'à terme, on puisse économiser de la ressource en eau. Donc, ce qu'il va y avoir, c'est qu'on va devoir être amené à interagir sur des territoires qui sont à chaque fois tous différents et tous assez hétérogènes, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, on va avoir deux problématiques. La première problématique, ça va être la compréhension de ce territoire-là, parce que chaque territoire va avoir des problématiques et des caractéristiques qui sont un petit peu différentes. Et la deuxième, ça va être de mesurer l'état hydrique de l'eau tout autour du territoire. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment s'articule cet accompagnement-là et de voir aussi quel genre d'outils numériques, nous, en tant que conseillers, on peut déjà déployer et quelles utilisations on en a. Et où est-ce que ça pêche, justement. Donc, dans la Chambre d'agriculture de l'Hérault, on a, pour l'instant, en 2024, on avait 7 accompagnements, 7 collectifs qui ont été suivis. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque collectif a un profil qui peut être assez différent. On peut avoir des collectifs qui vont concerner que 80 hectares, donc là c'est assez petit, c'est assez facile à suivre. Par contre, on peut avoir des collectifs qui sont beaucoup plus gros, avec 1100 hectares de déployés, avec une seule origine d'eau. Donc là, c'est des collectifs qui sont quand même beaucoup plus conséquents et qui vont demander beaucoup plus de temps de suivi et surtout qui vont être très hétérogènes sur leur façon de se comporter sur le territoire. L'ancienneté des collectifs est très très importante lorsqu'on fait du conseil parce qu'il y a des collectifs qui datent des années, on va dire des années 80. Le plus vieux qu'on a, il est de 78. Et on a des collectifs avec les nouvelles ouvertures d'eau de BRL qui datent de 2023. Donc on ne peut pas avoir le même discours lorsqu'on fait du conseil à l'irrigation quand on parle à des gens qui ont 40 ans d'ancienneté sur l'irrigation ou lorsqu'on parle à des gens qui commencent simplement à installer le goutte à goutte et qui n'ont jamais vu d'eau sur leur parcelle. Là aussi, notre discours se pondère un petit peu en fonction de l'origine de la ressource en eau. Lorsqu'on a sur le territoire de l'origine de l'eau qui arrive simplement des cours d'eau comme l'Hérault ou l'Orbe qui peuvent rapidement arriver en pression dans la saison et qui peuvent être coupés, on n'a pas du tout le même conseil que lorsqu'on dépend du BRL avec l'eau du Rhône qui a cet avantage d'être un petit peu de ne pas être coupé avec les arrêtés cadres durant la saison. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout zoomer. Voilà. Donc la caractérisation de la zone d'étude, on va suivre 4 grands paramètres pour rentrer sur une zone d'étude. Le premier paramètre, ça va être le paramètre sol avec la fosse pédologique, des analyses granulométriques et des estimations de réserve utile. On va un petit peu revenir sur ce que c'est qu'une réserve utile, histoire que on puisse tous avoir la même définition. Des paramètres végétales, c'est la deuxième très grosse entrée puisque on doit bien comprendre quel végétal on a sur tout notre territoire qui est étudié, tout notre secteur étudié en fonction du cépage, mais aussi du profil produit qu'on a envie de conseiller. Des paramètres qu'on n'aura pas le temps de détailler ce matin, comme les paramètres climat. Sur une zone, on peut avoir des climats qui peuvent être très différents, notamment en été, quand on peut avoir des couloirs d'orage et qui peut tomber 20 mm au nord et pas au sud de nos territoires étudiés, quand on a des territoires qui sont très grands, et les topographies. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit zoom en fait sur l'un des accompagnements, sur la zone d'étude de Villeveyrac, histoire de rentrer un petit peu plus dans le concret. Donc Villeveyrac, c'est l'endroit où on a fait cet atelier Occitanium en plus, donc c'est parfait. Villeveyrac, c'est 450 hectares de surface irrigable. Il y a une bonne trentaine de viticulteurs sur ce secteur, en tout cas qu'on arrive à atteindre. C'est donc un territoire qui est assez hétérogène parce qu'on a une grosse phase de plaine avec des sols qui sont plutôt profonds avec des alluvions et où la vigne va
très peu rentrer en contexte de stress hydrique et on va pouvoir se permettre de faire des IGP avec des plus hauts rendements. Et par contre, surtout le pourtour de Villers-Cotterêts, on va avoir des sols qu'on appelle un petit peu de type ruf qu'on pourrait trouver vers les Salagou. C'est des sols qui sont très riches en bauxite, avec ces sols-là qui sont en rouge. Donc forcément, là, rien qu'à première lecture de territoire, on sait qu'on va avoir un conseil à l'irrigation qui va devoir se complexifier parce qu'on n'a pas le même type de sol sur toute cette zone-là. Donc comment est-ce qu'on fait pour un petit peu prendre en main cette lecture-là? Il va falloir s'interroger sur les ressources qu'on dispose, nous en tant que conseillers, et on passe par une première lecture, la lecture sol. Donc on va s'attarder sur la RU, donc c'est la réserve utile. En fait, il faut voir sa RU comme une sorte de gros réservoir. Plus vous avez une RU importante, et bien plus vous pouvez incorporer de l'eau dans vos sols. Ce qu'on fait, c'est qu'on va un petit peu essayer de mailler ce territoire et un petit peu essayer de le comprendre avec ce genre de carte. On va différencier du coup 3 grandes catégories de réservoirs utiles. On va avoir la première catégorie, donc là ça va être les sols un petit peu bleu clair sur lesquels on va retrouver de la marne qui peut être assez affleurante et donc avoir des réserves utiles qui sont assez faibles. On va retrouver des sols, là c'est les cas un peu plus marne sableuse où la marne est un petit peu plus loin, donc des cas de RU qui sont considérés comme moyennes. Et comme je vous l'ai dit, des zones de plaine qui sont plus en gris, donc en alluvion, avec des RU qui sont beaucoup plus élevées et qui correspondent à peu près à 200 mm. La RU, c'est ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de réserve utile, c'est que la RU, ça va être une profondeur d'enracinement. Forcément, si vous avez une zone qui explore seulement 50 cm, eh ben, le réservoir utile sera beaucoup plus faible que si vous avez une vigne qui va explorer 1,50 m de sol. Ça va être des textures. Si vous avez des textures très fines en argile, en limon, eh ben on va avoir une RU qui est beaucoup plus importante que si vous avez des sables qui sont plutôt grossiers, qui ne vont pas réussir à lier les molécules d'eau. La teneur en éléments grossiers, là on parle simplement de cailloux. Si vous avez 30% de cailloux dans votre sol, ça fait 30% d'eau en moins que vous pouvez lier. Et plutôt sur la qualité de comportement d'eau que sur la quantité, ça va être le taux de matière organique qui va aussi jouer. Donc vous avez cette première entrée sol, on va dire théorique, avec des cartes qui existent dans nos bibliographies. Là c'était une carte ACH que je vous ai présentée, qu'on va croiser tout de suite avec des ateliers de fausse pédologique. C'est-à-dire qu'on a une donnée qui est théorique, ce qu'il faut aller faire, c'est aller vérifier tout de suite si elle est réelle. Et pour ça, il n'y a rien de mieux lorsqu'on parle de sol que d'aller creuser directement et de faire des fosses pédologiques. Donc en fonction du réseau de parcelles de référence que vous avez maillé sur votre territoire, avec cette première carte que vous avez faite pour une première lecture, vous choisissez d'aller faire des fosses un petit peu partout pour bien vérifier comment se comporte le système racinaire qui est en dessous, comment ça va se comporter, pouvoir bien vérifier que les RU sont correctes sur toutes vos cartes. Et donc à raison de 10 à 15 fosses pour 500 hectares, vous arrivez à mailler votre territoire correctement. Ces fosses ont aussi un double avantage. Donc l'avantage, il est technique, parce que vous montez en compétence sur votre lecture de territoire, et il est aussi un petit peu social. Parce que lorsque vous faites un conseil sur un territoire, vous avez aussi besoin de commencer à animer un groupe. Et pour ça, des ateliers de fosses, il n'y a rien de mieux pour réunir des viticulteurs autour de leur parcelle et que chacun puisse comprendre un petit peu les problématiques de ce qui se passe en dessous de leurs pieds, parce qu'on n'ouvre pas des fosses tous les 4 matins. Donc une fois qu'on a bien défini notre entrée sol, on va passer à l'entrée végétale. Là, ce qui est important lorsqu'on parle de l'entrée végétale, c'est d'assurer la représentativité des cépages qui sont présents sur le territoire. Forcément, pour reprendre le cas de Villers-Cotterêts, on est sur une cave coopérative, donc l'Or Marine, qui va principalement réussir à commercialiser plutôt des rouges avec un profil de rouge fruité IGP. Donc, lorsqu'on choisit nos parcelles de référence, on va plutôt s'attarder à aller choisir des parcelles qui vont répondre à ce profil produit-là, avec de Grenache, de la Syrah. Il ne faut pas non plus écarter d'autres cépages dans ce genre de sélection. Donc, évidemment qu'on va aussi prendre les chardonnays qui peuvent servir à aller faire des blancs IGP. Sur d'autres secteurs, je pense notamment à Pinet, qui font du pic-poule. Là, on a une dizaine de parcelles qui sont sélectionnées qu'en pic-poule. On ne s'intéresse pas vraiment à ce qui peut se passer ailleurs. Mais ce volet de végétal-là est très important parce que derrière, on s'intéresse du coup aussi à l'aspect de profil produit. Qu'est-ce qu'on va conseiller avec nos bulletins d'irrigation comme profil produit qui aura derrière ?
Et donc simplement la petite carte, c'est pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on va répartir ces points. On essaye d'avoir à chaque fois de pouvoir mailler ce territoire avec donc des cépages différents qui vont à chaque fois sur des réserves utiles, des classes de sol qui vont elles aussi être différentes. Et chacun de ces points va faire des fausses pédologiques. Donc après, on arrive un petit peu à la notion de suivi durant la saison. Alors, il existe plein d'outils numériques. Ce qui fait foi encore aujourd'hui, et malheureusement, c'est la mesure de potentiel hydrique qui demande beaucoup de temps humain. Le potentiel hydrique, qu'est-ce que c'est ? On va prendre une feuille directement sur votre parcelle et on va la mettre dans une cloche qu'on appelle une sorte de chambre à pression. Cette cloche va monter en pression et va soutirer l'eau de la feuille. C'est comme si vous aviez une éponge. Votre éponge, lorsqu'elle est humide, il n'y a pas besoin de la serrer très fort pour faire sortir de l'eau. Si elle est complètement sèche, que ça fait des jours qu'elle est sous le bord de votre évier, il va falloir serrer très fort pour sortir une goutte d'eau. Cette pression-là, elle est du coup traduite sous forme de barres. Et en fonction des barres qu'on a, on va avoir des contraintes hydriques qui sont différentes. Et en fonction des contraintes hydriques, eh bien, on va avoir des comportements de végétatif, de croissance de baies, de maturation, qui eux vont être différents. Donc cette mesure-là, elle est très importante pour le conseiller parce qu'elle est dynamique. On y revient plusieurs fois et elle va permettre de faire un conseil qui, lui, va être aussi évolutif dans la saison et qui va du coup s'appliquer à chaque fois à la parcelle. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps humain, mais pour le moment, on a encore du mal à faire mieux de façon objectivée. Ce qui va nous servir sur ce potentiel hydrique, c'est qu'on va pouvoir le croiser avec la notion de profil produit. Parce que je pense ne pas vous l'apprendre, en tout cas j'espère, qu'une stratégie hydrique, c'est égal à un profil produit. Donc forcément, on ne va pas irriguer et on ne va pas du tout avoir la même stratégie hydrique lorsqu'on fait un chardonnay à production IGP, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, avec quelque chose qui veut faire du 80 ou du 70 hecto-hectares, que lorsqu'on cherche plutôt à faire une Syrah, où on va chercher à plutôt concentrer une Syrah de rouge de Gard par exemple, où on va chercher à plutôt concentrer le produit, etc. et aller chercher des doses de stress qui sont un petit peu plus importantes. Donc ça, c'est très important dans notre conseil. On avait donc l'entrée sol, l'entrée végétale, et l'entrée végétale qui est suivie grâce au potentiel, elle est directement retraduite avec la notion de profil produit derrière. En fonction des interlocuteurs que vous avez en face, nous, en tant que conseillers, on va définir plusieurs profils produits. Ensuite arrive du coup l'outil numérique qu'on utilise le plus dans ce cas d'accompagnement, c'est les bilans hydriques. Alors là, je vous présente le bilan hydrique qu'on utilise à la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Je ne veux pas faire de la pub pour Vintel, il y en a plein d'autres. Il y a l'INRAE et l'IFV qui ont développé Wallis. Il y a aussi OptiRig qui a été développé par la Chambre. S'avère que cette année, on a utilisé, et les années précédentes, on a utilisé Vintel, donc c'est pour ça que je vous le présente. On arrive à ces notions du coup de modélisation. La modélisation, ça reprend le principe assez simple du bilan hydrique. Un bilan hydrique, c'est donc votre réservoir, la réserve utile, qu'on va soumettre aux entrées et aux sorties du réservoir, en fonction du stress climatique et de ce que va transpirer la vigne et de ce que va évapotranspirer votre sol. Et les entrées, et bien, du coup, ça va être votre pluviométrie et les irrigations, si vous en avez fait ou non. Donc nous, ça nous permet, en tant que conseiller, d'avoir eu la chance de bien paramétrer son modèle grâce aux fosses, grâce au comportement qui est suivi avec Apex, avec avec les chambres à pression, de bien pouvoir paramétrer ce genre de modèle et ensuite de pouvoir le laisser tourner. Donc il y a d'abord une grosse période d'introduction où le modèle doit être paramétré avec différents indicateurs pour qu'il puisse tourner après de façon assez autonome et qu'on puisse économiser du temps et du temps humain à pouvoir se rendre à la parcelle et surtout avoir un regard un petit peu sur tout ce qui se passe durant la saison. Parce qu'on a des indicateurs de suivi qui sont très très bons en été, mais on commence aussi à avoir des sécheresses et des stress climatiques qui peuvent être importants soit en fin de saison, soit dans les périodes de printemps qui nous intéressent aussi. Et là par contre, on manque d'indicateurs en tant que conseiller, d'indicateurs végétales pour aller conseiller sur ce genre de période-là. Voilà un petit peu comment est-ce que ça s'articule du coup avec la mise en œuvre, donc avec des premières années de mise en route où on fait des fausses pédologiques, où on va former les groupes, on va former les réseaux de parcelles de référence et surtout on va faire monter en compétence les groupes de viticulteurs qu'on peut avoir. Et ensuite on a le suivi annuel avec de l'implantation de capteurs lorsque le budget le permet. Lorsque les budgets ne le permettent pas, eh bien on se passe de capteurs sol, donc soit c'est des capteurs capacitifs, soit c'est des tensiomètres.
avec du suivi qui peut être végétal, donc de l'APEX ou de la mesure de potentiel, des suivis climat. Là aussi, je l'ai dit, c'est très important de pouvoir mailler son territoire parce que lorsque vous avez un territoire qui fait à peu près 1000 hectares, eh bien, il peut y avoir des couloirs d'orage que vous ne pouvez pas percevoir si vous avez une seule station météo. Sur l'un de nos accompagnements qui fait 600 hectares, on a 6 stations météo et les 6 stations de météo ne donnent pas du tout les mêmes pluviométries à la fin de la période estivale. On peut avoir des deltas sur 400 mm d'un changement de 70 mm. Donc là c'est pareil, bien comprendre ce facteur météo, c'est très important lorsque vous faites du conseil. Et donc après, tout l'aspect modélisation sur le suivi annuel. Ça va. Donc vous avez un suivi annuel qui est mis en place et qui repose du coup sur tout le travail en amont. Ce suivi annuel, ça déboule sur un conseil, donc sous forme de bulletin majoritairement. Là, l'intérêt, c'est que le viticulteur il puisse avoir un petit peu toutes les informations que vous utilisez en tant que conseiller, avec un bulletin qui est facilement compréhensible. Donc on va quand même leur donner les informations sur les potentiels, sur les tensios lorsqu'il y en a, mais très souvent les retours qu'on a le plus, c'est pas forcément qu'est-ce que disent mes tensios ou qu'est-ce que disent mon capteur capacitif, mais c'est plutôt c'est l'interrogation sur le volume d'eau directement à mettre sur lequel les viticulteurs reviennent le plus vers nous. Le viticulteur, lui, à la fin, il a juste un tableau récapitulatif où il identifie sa parcelle, s'il est sur un réservoir utile qui est faible, moyen ou élevé, et avec son profil produit, donc la deuxième ligne, s'il veut faire plutôt du blanc, du rouge IGP ou du rouge plutôt AOP. Et il sait du coup quand est-ce qu'il doit déclencher son irrigation dans la saison, s'il met une dose d'eau qui est pleine ou s'il met une dose d'eau qui est vide, ou s'il peut se permettre de sauter ce tour d'eau d'irrigation. Voilà un petit peu à quoi ressemble le bulletin une fois qu'il est publié, donc avec les informations que je vous ai détaillées. Il faut qu'il soit assez synthétique. C'est des choses qui sont publiées tous les 10 jours à partir du mois de juin. Donc ce n'est pas des choses qui doivent être très très conséquentes pour l'agriculteur à prendre en main. Donc quelques tableaux, quelques données et surtout ce tableau récapitulatif. Le point fort de cette méthode, c'est que d'une part, il va nous permettre avec cette méthode-là de pouvoir comprendre des territoires qui sont très souvent différents et des publics qui sont très souvent différents, avec des territoires qui peuvent être complètement hétérogènes. Deuxième point fort, c'est qu'on va, grâce à un gros temps de présence sur le terrain, eh bien, on arrive à capter l'attention de tout de même pas mal de monde, et on arrive aussi à les faire amener à s'intéresser sur des sujets d'irrigation et des sujets hydriques. Sur les questions de l'eau, oui, mais aussi sur d'autres questions, sur l'enherbement, sur les ombrages et d'autres leviers sur le changement climatique. Parce qu'on arrive du coup à les ramener en formation, et on arrive aussi à leur faire des ateliers, comme ce qu'on a pu faire avec Occitanum cette année, à Villeveyrac. Donc on arrive à un petit peu les sortir et leur faire voir un petit peu plus grand sur ces questions hydriques-là. Point faible sur cette méthode, c'est que ça nécessite un temps de présence humain qui est conséquent. Même si on commence à avoir beaucoup d'outils numériques qui nous permettent d'automatiser certaines choses, un outil numérique, il va quand même y avoir de la maintenance sur le terrain, il va y avoir de la casse parce que très souvent c'est du matériel qui n'appartient pas au viticulteur et donc il n'y fait pas vraiment attention. Donc il y aura de la maintenance, il y aura beaucoup de questionnements sur comment est-ce que ça fonctionne, où est-ce que je l'installe. Donc c'est pas parce que vous avez des outils numériques qui vous permettent d'automatiser un petit peu les indicateurs et le suivi que vous gagnez réellement du temps. Le temps humain qui est consacré est quand même assez conséquent sur ce genre d'activité-là. Et dernier point faible, là c'est plutôt sur la méthode. On ne peut pas avoir toutes les parcelles. Lorsqu'on fait du conseil collectif comme ça, forcément, il existe des zones d'ombre sur ces zones. Et donc on n'arrive jamais 100% à couvrir l'entièreté du territoire. Voilà, je vais laisser la place à Christophe. S'il y a des questions sur toute cette partie-là, on les prend après. Comme ça, je ne sais pas en fait si on a le temps. Je ne sais même pas si j'ai été rapide là. Je crois que j'ai été rapide, je suis toujours rapide. Il reste 10 minutes. C'est bon, alors tu y vas. Vous avez une question qui vous brûle les lèvres ou pas? C'est plus une question sociologique. Oui. Vous êtes super précis dans les conseils, Oui. profil produit, etc. On essaye. Voilà. Est-ce que vous avez des retours de suivi de vos conseils des viticulteurs par rapport notamment à ceux qui sont contraints par les cours d'eau? Est-ce que le viticulteur arrive à passer son cours quand il a l'eau disponible? Est-ce qu'il arrive à fermer les vannes ou pas? Là, on aborde une question clairement sociale du conseil et qui est assez importante parce que en fait, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas se séparer du temps humain.
et de la présence sur terrain, parce que le bulletin, c'est un mail. Alors ce que je te dis, eh bien, écoute, là tu peux sauter. Tu peux sauter ton tour d'eau et fais-moi confiance. Et j'ai pas forcément envie de croire ce mail. Par contre, croire le conseiller qui t'accompagne, qui est présent sur le terrain et que tu vois toutes les décades de jours parce qu'il est présent et qui te dit, ben là, sur ce profil de sol, ta parcelle, je la connais, on a modélisé et tu lui montres les données, là oui, là, si le discours est plus humain, il arrive plutôt à sauter sur dos. Et après, c'est des relations de confiance qui sont construites entre conseillers et viticulteurs. C'est toujours la même chose. La première année que j'ai fait les conseils, j'ai pas eu beaucoup de retours très très positifs. Là, ça commence à faire la 3e année que je suis sur ces zones-là, pour certaines zones. J'ai l'habitude de travailler avec certaines personnes et le discours passe aussi un petit peu mieux et on arrive à aussi aller plus loin dans les conseils. Pas seulement sur l'irrigation, mais sur des questions d'enherbement, etc., etc. Donc oui, ça marche avec du temps. Avec du temps. Oui. Merci. Je sais pas, je prends le temps de poser une petite question. Non, c'était juste pour savoir si, justement, par rapport à toute cette méthodologie qui est mise en œuvre, ça peut permettre d'apporter du conseil sur d'autres techniques que l'irrigation, avec la quantité apportée. Tu l'as un petit peu évoqué en conclusion. Sur l'enherbement, par exemple ? Oui, par exemple, sur des dates de destruction, voilà, et en particulier si on a pas accès à l'irrigation. Ouais. Alors, bon, j'ai une deuxième casquette qui est pas forcément de conseil et sur laquelle je fais plutôt de la recherche de l'application sur des leviers de changement climatique, notamment lorsqu'on n'a pas d'eau. Il y a un gros volet sur la pratique du mulch. Quel est le bon compromis entre les dates de destruction? Est-ce que je laisse pousser pour faire de la biomasse, pour faire un bon mulch? Il y a beaucoup de questions à chaque fois et ça revient sur chaque printemps, notamment quand on a eu des hivers qui sont très secs, tel le cas de 2023 ou même le début de 2024, sur quand est-ce que je détruis, avec des viticulteurs qui peuvent, et c'est tout à fait compréhensible, mais détruire très tôt parce que c'est un peu la panique sur certains sols. C'est des questions qu'on a du mal à encore atteindre lorsqu'on fait ces bulletins d'irrigation, à atteindre de façon globale. C'est sûr que lorsqu'on les a au téléphone, etc., on y arrive. Mais par contre, sur un bulletin, les bulletins ne sont pas encore faits en sortie de printemps pour des dates de destruction, enfin pour des destructions de couverts. Peut-être à l'avenir sur ces questions-là. Ouais. Et s'il y a une demande, surtout. C'est surtout ça. Moi, j'ai quand même une remarque là sur l'intervention de Paul, parce que c'est qu'on fait une journée sur les outils numériques, mais là, je me rends vraiment compte que ce sont des outils et que sans le technicien qui sait les interpréter et tout ça, et vous êtes tous des techniciens là, ça sert à rien, quoi. Et donc, voilà, il y a une grosse partie intelligence qui n'est pas du tout artificielle là, qui est très très importante. Quand je t'entends parler, moi ça m'épate. Bon, alors moi il me reste quoi, 10 minutes, même pas 5 minutes. Je vais parler du Pilotech, ouais, parce que on a été un petit peu fou à un moment donné. On est parti à faire construire. Alors il y a le Mobile Lab Agrotique qui a mis des tutos sur leur site internet pour fabriquer des sondes capacitives de mesure de l'humidité des sols. Et du coup, on est parti avec ce groupe d'agriculteurs de Villeveyrac pour leur faire fabriquer des sondes. Donc on avait 10 viticulteurs qui étaient là. On avait acheté des fers à souder, des tas d'équipements et tout, et on les a mis au boulot et à fabriquer des sondes. Donc c'était très 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 intéressant à faire, mais bon, on a essuyé quelques petits plâtres. Bon, alors comment fonctionne le Pilotech? On va avoir un capteur d'humidité du sol qui va être relié à une petite puce, un petit calculateur qui va envoyer tout ça en LoRa. Voilà. Donc le capteur d'humidité du sol, quand même, on avait tout ça de près. On a décidé de rajouter un petit capteur de température et d'humidité de l'air pour avoir un petit peu ce qui se passait à la parcelle.
Et donc ensuite, ce petit composant électronique envoie les informations en LoRa à une antenne qui est reliée à la box internet de là où on a mis l'antenne LoRa, qui donc envoie ça par internet sur un serveur qui est un serveur open source de The Thing Network, qui est librement accessible dans la limite de certains taux d'utilisation. Mais voilà, donc toutes les données vont être stockées sur ce serveur. Et ensuite, on a un autre serveur de visualisation qui va nous permettre de faire des beaux graphiques en récupérant les données et de présenter ça sous forme de graphiques aux viticulteurs. Donc voilà, on leur a fait fabriquer ça et on a eu quelques petits écueils. Déjà, le capteur d'humidité. Donc on est parti sur du low-tech, low-cost. Donc low cost, on s'est dit, allons-y. On a acheté des capteurs d'humidité en Chine, 2 € le capteur. C'est pas d'une qualité, voilà. On en avait peut-être 200. On les testait les uns après les autres. Ils donnaient tous des résultats différents. Donc on les a classés, on les a triés, voilà, pour avoir la même chose. Du coup, on va passer sur autre chose. Plutôt que de 2 €, voilà, c'est 20 €. Bon, c'est toujours fabriqué en Chine, mais c'est acheté en France. Donc, il y a un petit peu plus de contrôle qualité. Voilà, et donc là, on va vers une précision qui est quand même plus importante avec ce capteur-là. Ensuite, il faut une batterie pour faire marcher ça. Et donc low cost, on achète des batteries en Chine. Pourquoi ? C'est le même type de batterie, il y a des grosses capacités et tout. On achète en Chine, c'est pas cher. Sauf que la qualité, voilà, en Chine, ils affichent qu'elle fait, 4500 milliwatts, ou j'ai plus les unités, mais en tout cas, c'est faux. Donc au lieu de durer 2 mois, la batterie, elle dure 15 jours. Bon, donc pareil, on va acheter des batteries en France qui sont fabriquées en Chine, mais au moins qui sont triées par la personne qui va nous les vendre en France et qui va nous assurer d'une certaine qualité. Derrière, il y a le LoRa. Vous voyez, LoRa, il y a marqué 10 à 15 km. Alors, je veux bien le croire, hein, à condition de mettre l'antenne LoRa sur un mât très haut, dégagé de tout obstacle, parce que le LoRa, en fait, ça ne marche pas en ligne droite complète, c'est une sorte de lentille de Fresnel. Et donc, même si vous êtes en visualisation de votre antenne LoRa et de l'objet connecté, mais ça peut aussi avoir des pertes de données par des obstacles qui sont dans cette lentille. Donc, ça nous a posé de gros problèmes. Mais pas seulement par rapport à cette lentille, c'est juste que en tant que conseiller chambre agriculture, monter à une échelle sur le toit d'un hangar pour installer une antenne, amener l'électricité là-haut et que ça soit à portée du Wi-Fi de l'agriculteur. Voilà. En fait, on n'y avait pas réfléchi à tout ça. Ouais, ça marche, c'est tout simple. Ici, on avait branché une antenne LoRa là, dans les locaux, on avait mis des sondes dans le potager. Pouf, ça marchait, c'était nickel. En fait, voilà, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Et donc voilà, la box internet, est-ce qu'on est à portée du Wi-Fi quand on a placé l'antenne à je ne sais pas combien de mètres. Donc on a aussi acheté des antennes qui avaient des puces 4G. On a eu aussi quelques petits problèmes pour les avoir. Je crois qu'il nous a fallu à peu près 1 mois pour avoir la puce 4G. Donc ça nous a posé beaucoup de soucis et les agriculteurs ont été un petit peu déçus, quoi, parce que ça n'a pas été une expérience hyper concluante en matière de retour de données. Juste quand même, dans tout ça là, si vous écoutez tout ce que je vous dis, en fait, on a eu des gros problèmes
très technique, parce qu'en fait, tout ce qui nous paraissait le plus compliqué, l'électronique, passer par du LoRa, récupérer ça sur un serveur, l'envoyer sur notre serveur de visualisation, ça marche nickel. Tout ce qui paraît technologie, hyper technologique et tout, a fonctionné. Et en fait, c'est juste des problèmes de connexion, de monter à une échelle, d'amener de l'électricité, qui nous a posé le plus de problèmes. Pourquoi, malgré tout, c'est une bonne idée de continuer, et on n'arrête pas, on va continuer. Mais déjà, moi, avant de travailler en chambre d'agriculture, j'ai travaillé en bureau d'études et je sais que ça marche rarement du premier coup, quoi. Donc il faut insister, il faut chercher, il faut avancer et on va y arriver. Et donc là, le gros avantage, c'est qu'on est toute une communauté à travailler autour du Mobilab. Il y a une collègue dans la Haute-Garonne qui travaille sur le maraîchage et donc on s'échange, on progresse tous ensemble. L'autre avantage, c'est le coût imbattable des sondes. Tu en as parlé, mettre des sondes, des fois, il n'y a pas le budget. Quand on est à 100 € sur une sonde comme ça, ben, si on arrive à le faire fonctionner, ça va peut-être permettre de déployer et de pouvoir assurer un conseil un peu plus pérenne. Et puis, moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, un viticulteur qui investit dans une sonde capacitive, il n'y en a pas énormément. Parce que c'est cher, parce qu'on ne sait pas trop. Voilà. Le fait de leur mettre le pied à l'étrier, et si on arrive à leur montrer l'intérêt qu'il y a, quand ils en auront marre des écueils qu'il y a, de la déconnexion et tout, mais peut-être qu'ils passeront à un modèle du commerce qui, là, il y aura une hotline qui permettra d'être appelé et qui fera que ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, je vous ai présenté quand même beaucoup de problématiques qu'on a eues, mais c'est pas pour ça que c'est pas une bonne idée, quoi. Je pense que le low-tech, le low-cost, je vois les grosses difficultés à faire adopter les solutions numériques. En passant par le low-tech, le low-cost, je pense qu'on peut aller vers une adoption un peu plus rapide pour après passer sur des choses un peu plus professionnelles, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Et je permets de compléter ce que dit Christophe, c'est du low cost et alors ça peut être des choses avec des tableaux qui peuvent être assez rebutants pour l'agriculteur de le comprendre, mais lorsque vous faites partie d'accompagnement justement sur ces notions d'irrigation et de stratégie hydrique, vous êtes accompagné à la compréhension de ces données-là en tant qu'agriculteur. Donc vous êtes animé à simplement aller faire votre sonde et ensuite vous êtes accompagné à pouvoir lire directement les données avec vos conseillers. Donc vous êtes doublement gagnant en fait. Vous êtes vraiment doublement gagnant. Et nous, à une échelle de conseillers, eh bien, plus ce genre d'outil-là est déployé avec du low-tech et plus on arrive à mailler un territoire et à couvrir les zones d'ombre qu'on pourrait avoir de base. Donc c'est aussi un gros atout pour nous en tant que conseillers d'avoir ce genre d'outil-là low-tech qui est directement mis en place par les agriculteurs. Voilà.